Radio Okapi. Information pour la paix et le développement de la RDC. Madame Marie-Josée Ifoku, bonjour. Bonjour. Nous allons nous entretenir avec vous pendant près de 25 à 30 minutes. En ce qui concerne votre projet de société, vous êtes candidate à la présidentielle, à la prochaine présidentielle. Cette interview est co-animée avec ma collègue Jocelyne Moussaou. Bonjour Jocelyne. Bonjour Alain, bonjour Madame Marie-Josée Ifoku. Bonjour Jocelyne. Alors pour commencer Madame, dites-nous pourquoi vous postulez à la présidentielle? Pour la simple et bonne raison, je vais apporter un changement dans la vie de mes confrères et consoeurs, ayant constaté que nous sommes un pays non seulement immense, quasiment un continent, et un pays aussi riche, et voir toute une population vivre dans une telle misère, le contraste est trop énorme. Et c'est ainsi que je me suis dit tout simplement, il va falloir qu'il y ait quand même des gens plus engagés, plus responsables, plus déterminés, des gens qui aiment vraiment non seulement le Congo, parce que beaucoup de gens aiment le Congo, mais qui aiment surtout aussi le Congolais. C'est ainsi que, à travers ma foi, c'est des choses que je ne sais pas cacher, j'ai eu ma petite expérience personnelle à travers ma foi. Je me suis dit, si ça marchait avec moi, pourquoi pas avec les Congolais? C'est ainsi que j'ai décidé d'entrer dans ce combat qui n'est pas facile, j'en suis consciente, mais c'est la détermination et l'amour qu'on peut avoir pour son peuple qui peut faire la différence. C'est comme ça que je me suis levé, puisque c'est l'espace où se prennent les décisions pour apporter un réel changement. En 2018, vous étiez déjà la seule femme candidate. Cette fois-ci, une fois de plus, vous postulez. C'est quoi la différence entre les deux moments? La première fois, c'était un vrai ras-le-bol. Quand j'ai décidé d'entrer dans ce combat, je venais de quitter la province de la Tchouapa. Mais quitter ça où je constatais qu'il n'y a pas d'État. Le seul mot que j'utilise toujours, État est égal à tracasserie pour le peuple. Et la manière dont j'avais quitté, les choses ne se sont pas faites dans le respect des normes, dans le respect de la Constitution. Et ça s'est fait brutalement, toujours de la façon un peu politique que j'aime pas. Je me suis dit, peu importe le pouvoir qu'on peut avoir, si on n'a pas la tête de ce pays, si on n'a pas la bonne personne, ça serait difficile que les Congolais puissent se développer réellement. Et donc c'est comme ça que je suis entré dans le combat, sachant que je n'avais aucune chance, puisque d'abord c'était la première fois, les Congolais ne me connaissaient pas non plus. Et à l'époque, il y avait un seul objectif, faire tomber le président qui était là et bien sûr, comme conséquence, rechercher une bonne gouvernance aussi, quoi. Et donc pour moi, c'était une tribune. Il fallait exister, il fallait que les Congolais nous entendent, qu'ils sachent qu'il y a des gens aussi qui les aiment, qui veulent apporter un changement. Donc en revenant cette fois-ci, je me suis dit c'est un peu plus calme que la dernière fois, parce que la tension était tellement forte que le peuple ne savait pas vous entendre. Cette fois-ci, au moins, on a l'opportunité de passer dans les médias, de faire entendre notre message, qui est un message assez grand et important. C'est ainsi que je retourne dans la course, puisque je n'ai pas encore atteint l'objectif. Les questions sécuritaires, c'est avec vous, Jocelyne. Oui, bien sûr. Et pour atteindre ces objectifs-là, Madame Marie-Josée Ifoku, il faut avoir la sécurité dans le pays. La RDC fait face au problème des sécurités, nous le savons, dans l'est du pays, récemment dans le Katanga et puis dans la province orientale. Des milices et groupes armés sont toujours actifs dans la plupart des provinces du pays, comme je viens de le dire. Si vous êtes élu président de la République, comment allez-vous y mettre fin? J'ai toujours dit, moi, Marie-Josée Ifoku, Poutampo, présidente de la République démocratique du Congo, il faut aller chercher le mal. Moi, j'analyse toujours la situation d'abord et retourner à la source. D'où vient le problème en réalité? Cette guerre vient d'où? Je crois que ça a commencé en 1996, cette guerre-là, lorsque nous avons accepté d'accueillir les Hutus qui fuyaient la guerre au Rwanda. Tout est parti de là. Lorsque nous les avons reçus, leurs ennemis sont entrés ici pour les poursuivre. Et ensuite, après, il y a eu la transformation qui est devenue une guerre économique parce que nous avons des richesses aussi. Et voilà dans quelle situation nous nous sommes retrouvés. D'abord, je voudrais tout simplement dire, vous voyez, nous, dans notre vision de la rupture du système de prédation, par la combolisation pour la renaissance de la RDC, parce que moi, je prône la renaissance. Je vous expliquerai plus tard, si vous me donnez l'opportunité, que je réponde d'abord à votre question. Je dis toujours pourquoi on doit aller à la renaissance, parce que pour gérer un pays, c'est sur base des textes légaux. Et il faut qu'on apprenne à respecter ces textes légaux-là. Lorsque un seul homme peut prendre une décision pour tout un peuple, aujourd'hui il n'est plus là, cet homme-là,
il n'est plus là, mais qui subit les conséquences? C'est la population congolaise qui en subit les conséquences parce que tu décides seul de l'avenir de tout un peuple en accueillant des gens où il fallait quand même un débat au niveau de l'Assemblée nationale, qu'il y ait une discussion pour prendre une aussi grande décision. C'est ça qui nous conduit dans ce genre de problème-là. Et nous voyons aujourd'hui clairement, c'est devenu une guerre économique puisqu'ils sont en train d'extraire nos richesses au prix de la mort chaque jour. Nous avons atteint plus de 12 millions de morts et le monde ne s'en inquiète pas. Mais nous-mêmes aussi, le peuple congolais, on ne semble pas s'en inquiéter. On continue à vivre comme si de rien n'était. Je parle de la partie ouest. C'est comme si on avait un peu abandonné le nôtre. Et donc moi, je me suis dit qu'il faut aller voir ceux qui sont derrière cette guerre-là. Le problème, ce sont nos richesses. Personnellement, je dis, la région Est, j'en ferai une zone économique spéciale pour permettre à ces gens de venir s'installer librement chez nous, avec un programme qui va les attirer, de pouvoir venir investir chez nous et de pouvoir transformer toutes ces richesses-là, parce qu'ils le prennent brut. Donc il y a déjà un manque à gagner pour nous, mais en leur permettant de s'installer chez nous et de pouvoir transformer ces richesses, ça donnerait aussi de l'emploi au peuple congolais. Et pour ce faire, les gens peuvent... J'étais dans une discussion, les gens me disent « mais ça semble si facile ce que tu dis ». Je dis toujours, c'est la responsabilité, la crédibilité face à nos interlocuteurs. C'est très important au moment de telles négociations. Parce que quand on négocie à ce niveau-là, il faut être responsable. Il faut négocier pour l'intérêt de tout un peuple et non se regarder soi-même. Ou bien le groupe d'individus qui sont autour de nous. Et ça crée aussi des soucis, quoi. Donc bref, personnellement, c'est à travers une zone économique spéciale. C'est un dossier sur lequel nous travaillons déjà. Et ce sont des propositions. On a déjà eu des discussions avec certaines personnalités hors du pays pour démontrer que c'est possible qu'ils viennent s'installer chez nous au lieu de faire passer cette richesse-là dans d'autres pays. Et c'est là-bas qu'ils partent se servir, quoi. L'insécurité est donc liée à nos ressources, aux richesses du pays. Et puisque vous l'évoquez, nous savons que les développements économiques de la RDC ne reflètent pas en tout cas la diversité de nos richesses sur le plan minier, forestier, hydrographique et même démographique. Quel est votre plan? Quel plan allez-vous opérer pour opérer ce miracle-là? Le miracle, pour moi, doit partir du Congolais. Dans mon programme de gouvernance, le premier chapitre s'intitule « Du Congolais ». Et dans ce chapitre-là, excusez-moi, il y a 4 piliers. Et l'un des piliers le plus important, d'abord je voulais juste faire la parenthèse, qui vient de notre vision du Combo, la combolisation. La combolisation est déclinée en 7 points. Les 4 premiers points de la combolisation parlent du Congolais. 1. Prise de conscience. Un nettoyage personnel. On doit faire un travail sur nous. Nous tous, nous avons été souillés. On a été pillés, on a été humiliés, on a été abusés, on a été violés, je veux dire même mentalement, physiquement, la totale, quoi. Le Congolais a été détruit. Et c'est ainsi que nous, dans notre vision de la combolisation, les 4 premiers points, c'est reconstruire l'homme congolais. C'est reconstruire la femme congolaise qui a perdu toute valeur, qui ne se reconnaît même plus, qui a perdu toute identité. Et nous voulons lui donner l'opportunité d'avoir un nouveau code génétique. Et c'est à travers cette vision de la combolisation dont les 4 premiers points touchent directement le Congolais. Alors pour répondre à votre préoccupation, nous avons mis le Congolais au centre. Parce que nous avons beaucoup de richesses, vous venez de les citer, mais personne ne cite le Congolais. La première richesse du Congo, c'est le Congolais d'abord. Parce que tant que le Congolais ne sera pas reconstruit, tant que le Congolais ne sera pas restauré, les autres vont continuer à piller, à dilapider nos richesses. Donc c'est important pour nous, dans notre programme, nous avons remis le Congolais au centre, à travers l'éducation, à travers une réconciliation nationale aussi, justice et vérité, il faut qu'on en parle, à travers la santé, dont on a mis toute la partie sociale dans ce premier pilier, ou à travers l'éducation d'abord, qui est la plus grande machine, puisque l'éducation dont je parle n'est pas seulement l'éducation classique de nos jeunes enfants, bien sûr, nous avons un programme immense par rapport à notre éducation, nous allons changer ce programme-là, un programme qui redonne, comment dire, qui permet à nos enfants de comprendre d'abord que nous avons une culture. Et cette culture-là, je vous donne un exemple, la langue. Quelqu'un qui finit l'école primaire doit savoir maîtriser au moins une langue nationale. Tu finis le cycle secondaire, tu en maîtrises au moins 2, hormis les autres langues que nous parlons, français ou anglais. Mais déjà, ça nous redonne une certaine identité. Donc voilà, la première chose, c'est l'homme congolais, à travers une éducation, la formation professionnelle, de métiers,
renforcement de capacité et même éducation pour adultes. Nos mamans qui ne savent ni lire ni écrire, on peut utiliser les écoles, les infrastructures existantes de nos enfants pour leur donner l'opportunité de retourner à l'école même l'après-midi. Donc voilà, l'éducation devient au centre de tout. L'éducation civique revient au centre de tout. Et donc je pars de là, je saute directement à mon deuxième point, le deuxième chapitre qui est l'État. Alors pour que nous puissions aller vers une croissance économique par rapport aux richesses que nous avons, donc je réponds à votre question, il nous faut des infrastructures de base. Donc je ne sais pas répondre à cette question-là si nous n'avons pas des routes, si nous n'avons pas d'électricité non seulement dans nos maisons, mais au niveau des industries. Comment voulez-vous qu'il y ait des industries au Congo, il n'y a pas d'électricité? Si nous n'avons pas, il n'y a pas eu l'assainissement d'eau, vous voyez, ce sont des choses banales et simples qui permettent un véritable développement. S'il n'y a pas une justice qui tient compte qu'il y a des normes au niveau international qu'il faut apprendre à respecter, tout ça devient une base pour permettre un développement économique. Donc nous pensons qu'en ayant restauré le Congolais, en ayant restauré l'État et toutes ces infrastructures de base, j'ai oublié de citer la justice pendant que j'ai cité les infrastructures. La justice fait partie des infrastructures de base aussi pour nous. Et donc, en ayant restauré ces choses-là, automatiquement, l'économie pourrait connaître une croissance. Parce que le reste cela ira de soi, quoi. Le reste devient naturel. Vous avez fait tout à l'heure allusion à votre expérience de gouvernance avec la province de la Tchouapa, où vous avez été vice-gouverneur, gouverneur intérimaire, et aussi, si je ne me trompe pas, qu'est-ce que vous comptez dupliquer sur le plan national que vous avez capitalisé au niveau provincial? J'ai eu à expliquer, quand on est arrivé à la Tchouapa, c'était une nouvelle province, parce qu'avant c'était un district. Donc vous voyez, c'est une très belle question que j'apprécie parce que c'était quelque chose de nouveau, c'était une province qui vient de naître. Et ma vision à moi, je parle d'une RDC qui doit naître. Et la chose qui était importante, c'était je conscientisais, je sensibilisais d'abord les personnes qui travaillaient autour de moi. Et ensuite, quand je pensais à la radio, j'appelais d'abord même la Tchouapa bébé Tchouapa. Je leur expliquais qu'un bébé vient de naître. Et dans notre culture, lorsqu'un bébé naît, tout le monde prend soin de ce bébé-là. Ce n'est pas seulement la maman. L'enfant n'appartient pas à ses parents, il appartient à la communauté. Et je leur ai expliqué, la Tchouapa vient de naître, ça n'appartient pas à Marie-Josée Ifoku, la Tchouapa appartient à tous les habitants de la Tchouapa. Et donc nous tous, nous devons en prendre soin. Donc j'ai commencé à responsabiliser, à donner une éducation civique, à faire comprendre c'est quoi une province, comment nous sommes censés la gérer. Donc ça, c'était la chose la plus importante, surtout que quand nous avons trouvé cette province-là, si je vous dis le budget qui nous était alloué mensuellement, vous allez rire, quoi. 200 000 $ par mois, tu fais quoi d'un tel espace avec 200 000 $? Rien que les salaires bouffaient déjà tout. La deuxième chose que je peux vous dire, c'était les salaires. Le gouverneur qui était en place gagnait 19 000 $ et moi 15 000 $. J'ai essayé d'en discuter, on ne pouvait pas se comprendre. Mais dès que j'avais pris la tête de la province, au lieu de passer mon salaire à 19 000 $, puisque j'assumais l'intérim, donc je pouvais me le permettre, j'ai fait le contraire. J'ai baissé mon salaire à 5 000 $. Alors les gens n'en revenaient pas. Comment elle peut baisser son salaire? J'ai dit, mais non, on a d'autres urgences, on a d'autres besoins. Il n'y a pas que Marie-Josée qui est là. Donc il ne faut pas que je regarde à moi. Quand on vient gérer, moi j'appelle ça un apostolat, c'est un oubli de soi. On gère pour l'intérêt de tout le monde. Et donc avec le peu d'argent, les moyens qu'on avait, j'ai dit, quelles sont les urgences? Et les urgences, dans ce cas-là, la route qui nous mène vers la province orientale, donc ça passe par Bokungu, chez nous, dans un territoire, mais qui nous conduit vers la province orientale, eh bien, le pont était cassé. Enfin, je saute les raisons encore, c'était encore des détournements, surcharge d'un camion, et bien voilà, le pont est cassé et la population ne savait plus aller là-bas. Or, c'est par là qu'on était alimenté des biens qui venaient de la province orientale. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait nos petits calculs. On a baissé les salaires de tout le monde en commençant par moi. C'est ça, il faut être un modèle, il faut être un repère. Donc en baissant mon salaire de 19 millions que je vais avoir, de 19 000 $, c'était 19 millions à l'époque, à 5 millions, les gens étaient agréablement surpris. Ça nous a permis de commencer à faire des travaux. Donc c'est juste pour dire qu'il faut être aussi un modèle. Donc sur le plan national, par exemple, Marie-Josée Ifoku, élue présidente de la RDC, va baisser le train de vie des institutions. Bien sûr. Ça, c'est clair, il n'y a pas de débat là-dessus. Des salaires à 21 000 $ des députés, avec moi, ça n'existera pas. Et regardez la tension salariale qu'il peut y avoir. Des députés que nous votons, alors que nous avons nos enseignants, nous avons les médecins qui s'occupent de nous. Eux, ils ont des salaires. Nous avons les militaires qui vont mourir pour le pays. Ils ont des salaires qui vaut 200, 300 $.
Et des députés qui doivent voter des lois et qui ne le font même pas régulièrement, pour 21 000 $? Ah non, 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 non. Avec moi, d'abord, ça sera aussi au vu de tout, puisque je l'ai fait. Vous avez posé une belle question, j'en suis un modèle. Ça reste toujours un peu dans notre vision. Je vous ai dit, pour redorer l'image de la RDC, je sais que je vous ai dit, remettre le Congolais au centre. Parce que qui vend la RDC? C'est le Congolais, non? Les richesses que nous avons, elles sont là. On a un sol riche, on a un sous-sol riche, on a la forêt, on a les eaux. Ces choses ne sont pas parties, elles sont là. Les institutions sont en place. Mais qui anime ces institutions-là? C'est le Congolais. Donc pour pouvoir redorer l'image de la RDC, c'est à travers la conscientisation et l'éducation du peuple congolais, en commençant par moi-même qui deviens la première citoyenne ou le premier citoyen qui doit être le modèle. Donc je ne peux pas tenir un discours dans lequel je ne suis même pas ce modèle-là. Donc je suis authentique moi-même d'abord et donc du coup devenant le repère pour la population parce que quand ils apprennent que la dame, elle ne détourne pas, elle n'est pas dans la corruption. Ne vous en faites pas. Ça va se faire tout seul déjà, naturellement, parce que tout le monde va craindre. Si moi je ne vole pas, je ne vois pas comment vous allez commencer à voler. Donc bref, c'est à travers cette éducation-là dont je vous ai parlé que c'est ça la première machine pour nous dans ce programme de gouvernance. Madame, quelle place occupe la justice ou va occuper la justice dans votre projet des sociétés une fois à la tête de la RDC? On revient toujours à la même réponse, puisque je vous ai expliqué tout à l'heure que la justice, puisque nous voulons la refondation de l'État, nous voulons un nouvel État. Parce que le but de tout le travail que nous allons faire, parce que je vous dis d'abord, le premier chapitre, on a 12 piliers qui représentent les 7 points de la combolisation. Et dans ces 12 piliers, je vous ai dit, le premier chapitre, c'est le Congolais. Le deuxième chapitre, et là-dedans, il y a à peu près 4 piliers, puisqu'on en a 12. Le deuxième chapitre, c'est l'État. Il y a peut-être 7 pilier dedans. Le troisième chapitre, c'est le monde. Et donc, les relations avec la sous-région, avec le monde international, donc à travers la diplomatie. Et le quatrième pilier, c'est la Renaissance. Le quatrième chapitre, plutôt, c'est la Renaissance, qui a un seul point, justement, c'est que ce travail que nous faisons avec une commission pour préparer une nouvelle république. Parce que le but de notre combat, c'est d'aller à une nouvelle république. Et pour aller à une nouvelle république, qui dit nouvelle république, dit une nouvelle constitution. Et donc, à travers une commission où nous aurons les représentants du peuple congolais, donc je vais dire les politiciens, la société civile, les scientifiques, les hommes d'affaires, la jeunesse, les femmes, tout ce monde-là mis ensemble pour travailler sur une constitution qui va nous représenter. Une constitution qui tient compte d'où nous venons et où nous sommes rendus aujourd'hui, quels sont les rêves que nous avons pour le Congo. Et donc, en faisant ce travail-là, ça va nous conduire à donner naissance à une nouvelle république. Alors, vous parlez de zone économique, travailler sur l'homme congolais. Est-ce qu'on peut avoir une idée sur le budget que vous entrevoyez, par exemple, sur les 5 prochaines années, si vous êtes élu président de la RDC? Si je dois vous parler du budget, ça peut être scandaleux plutôt pour les Congolais. Mais franchement, nous pouvons aller à 50 milliards par an, à 80 milliards par an. Je vous dis, ça dépend du Congolais. Ça dépend de l'homme congolais et du travail que nous allons mener à ce moment-là. Ça dépend de cela. C'est vrai que nous n'avons pas l'information de tout ce qui se fait dans ce pays. Bon, on nous parle de tels milliards, autant de milliards de dollars pour le budget qui était en cours. On ne l'a même pas atteint. Et là, on revient encore sur le même montant. Mais où va cet argent-là? Parce qu'il y a beaucoup d'argent. Mais nous ne savons pas où va cet argent-là. C'est plutôt les hommes qui deviennent riches et puissants. Mais nous n'avons pas d'industrie, nous n'avons pas une réelle économie pour démontrer qu'il peut y avoir une croissance. Mais moi, c'est que je peux vous rassurer. Avec le programme dont je suis en train de vous parler, c'est vrai que la première année peut sembler timide, mais je peux vous rassurer que nous pouvons passer rapidement à un chiffre très élevé en termes de budget. Mais si je dois en parler modestement, je peux parler de 100 milliards, entre 80 et 100 milliards sur 5 ans. Mais je sais que c'est bien plus que ça. Alors je ne veux pas pouvoir m'exprimer sur des choses dont on n'a pas toute la révélation parce que je l'ai dit que moi, quand je prends le pouvoir, parmi les actions, l'une des plus grandes actions que je vais mener pendant mes 100 jours, c'est l'état de lieu de la République démocratique du Congo. L'état de lieu. Qui connaît ce qui s'est fait depuis 1960? Qui connaît? Qu'est-ce que nous avons trouvé quand nous avons récupéré ce pays-là? Nous avons vu des régimes passer, mais je ne sais pas si vous avez déjà eu une présentation de l'état des lieux du Congo, tout simplement.
chaque régime qui vient, pour finir, ne dénonce pas, ne dit pas parce qu'il a l'intention de faire exactement ce que les autres faisaient. Alors il n'ose pas faire l'état des lieux. Donc l'état des lieux devient très important parce que nous allons présenter au peuple congolais quelles sont les richesses de la RDC, quels sont les problèmes que nous avons trouvés et de quelle manière nous allons résoudre ce problème-là. Donc ça va nous permettre de faire d'une pierre deux coups parce qu'en faisant cet état des lieux, nous allons connaître les vérités. Parce que vous voyez vous-même les millions qu'on détourne régulièrement, que des millions, hein, des millions régulièrement qui sont détournés, alors qu'on se pose des questions. Et c'est qu'on ne sait pas, c'est qu'on n'a pas entendu, c'est qu'on n'a pas vu dans les autres régimes passés, qu'est-ce que ça pouvait être. Donc c'est juste pour vous dire qu'il y a à boire et à manger, il y a beaucoup de richesses cachées qu'on ne voit pas. Mais moi, je sais qu'on peut atteindre plusieurs centaines de milliards au niveau de notre budget. Parlons santé, Madame Marie-Josée Ifoku. Plusieurs épidémies sont régulièrement signalées dans le pays. Quelle place vont occuper les questions de santé dans les priorités de votre gouvernement de demain si vous êtes élu? Quand je vous ai parlé de notre premier chapitre qui est le Congolais, dans les 4 piliers, justement, il y a la santé. Donc il y a l'éducation, il y a la santé, il y a je vous ai parlé de la réconciliation nationale, il y a un 4e pilier, bon ça va me revenir, et il y a la santé qui a beaucoup de place dans notre... qui prend beaucoup de place, parce que quand on parle du Congolais, on doit parler de la santé. Donc il faut prévenir. Toutes ces épidémies qui arrivent parce qu'il n'y a aucune prévention. Vous voyez ce que je veux dire? Qui peut permettre aussi des réactions assez rapides par rapport à ce qu'on vit. D'ailleurs, je voudrais quand même féliciter, comment s'appelle ce grand médecin, quand il y a eu, comment on appelle ça, notre virologue. Oui, comment il s'appelle? Docteur Mouyembe. Mouyembe. Lorsqu'on a connu la grande épidémie, la grande Covid-19. Voilà, le Covid-19. J'ai quand même aimé comment le travail a été fait à ce niveau-là, parce que la réaction, on a pu voir que pour mille et une raisons, c'est vrai qu'on n'a pas été contaminé, mais il faut quand même reconnaître aussi les nôtres quand ils font du bon travail. Donc pour revenir à cette santé-là, oui, ça fait partie de nos urgences, puisque je vous ai dit que nous allons donner la place au peuple congolais, lui redonner justement cette santé qu'il n'a pas. J'ai toujours dit, j'ai été à travers la République, j'ai été gouverneur à la Tchouapa. Le seul grand hôpital qu'il y avait, c'était l'hôpital général de l'époque de la colonie belge. Donc c'est pour vous dire, c'est honteux de le dire, mais même à cette époque-là, à l'époque coloniale, nous étions mieux soignés qu'aujourd'hui. C'est une honte. J'ai eu à visiter cet hôpital-là, c'est tout simplement une honte. Donc nous avons prévu à travers l'infrastructure, je vous ai dit qu'il était dans le 2e chapitre, construire des hôpitaux. Déjà, commencer juste à construire des hôpitaux. Nous voyons tous les politiciens, quand ils sont malades, ils demandent d'aller se faire soigner à l'extérieur. Mais avec moi, ça ne marchera pas, parce que c'est trop facile. Donc, vous ne travaillez pas quand vous arrivez aux affaires, mais quand vous tombez malade, on doit aller vous soigner à l'extérieur. Mais depuis 1960, nous aurons pu construire nos hôpitaux nous-mêmes, non? Donc, la première chose, ce sont les infrastructures. Vous voyez ce que je veux dire? Et les ressources, les matériels pour ces hôpitaux-là. Et aussi, je vous ai parlé de l'éducation encore. On revient à l'éducation, il faut former le professionnel du métier. Et la couverture de santé universelle, qu'est-ce que vous en pensez? Non, on est parfaitement d'accord avec cela, mais je pense qu'il ne faut pas raconter des mensonges aussi au peuple congolais. Moi, je parlais dans des discours, comment dire, c'est du populisme pour moi que de le dire, la couverture de santé. Pour qu'on ait la couverture de santé, il faut que les gens travaillent. Parce que c'est à travers le travail de tout ce monde-là qu'on peut récupérer un pourcentage qui nous donne à faciliter le social du Congolais. C'est clair que nous voulons la couverture sociale, mais c'est tout un programme que nous sommes en train de mettre en place à travers l'emploi. Je veux dire que dès qu'on a commencé à mettre en place les infrastructures de base et qu'on a commencé à rassurer d'autres investisseurs à venir travailler chez nous, c'est clair que nous commençons à créer des emplois. Et donc plus il y aura des emplois, plus facile sera justement la couverture universelle. Donc c'est dans notre projet, mais ça ne sera pas la première année ni la 2e année. Mais nous pouvons aller avec les urgences, les enfants d'abord, les femmes enceintes par exemple. La maternité gratuite, elle va continuer. Bien sûr. Ce sont des programmes avec lesquels nous pouvons commencer parce que ça ne touche pas tous les Congolais, mais au moins on peut cibler les urgences. Pour terminer, Madame Marie-Josée Ifoku, 2 petites questions.
La première, c'est, vous avez parlé de la réconciliation nationale. De plus en plus d'organisations internationales et locales fustigent la montée du tribalisme, les discours de haine en RDC. Une fois élus, comment vous pensez conforter cette cohésion nationale, renforcer cette cohésion nationale? Et la deuxième petite question de la fin, c'est la symbolique du ballet pour vous. Mais ça va ensemble, hein? Je vous en prie. Quand je vais retomber sur le ballet, ça va, je répondrai déjà à votre préoccupation. En fait, le vrai problème du Congo, pourquoi nous sommes dans cette situation-là, le véritable problème du Congo, c'est sa classe politique. C'est sa classe politique qui est malade. C'est sa classe politique qui s'est levée comme un Goliath. Franchement, pour moi, c'est le Goliath du Congo, c'est la classe politique. Et nous voulons nous lever comme un David, moi je dis Davida, pour aller combattre cette classe politique-là. C'est pour ça que je parle de détruire le Congo tel qu'il est là, parce qu'il est déjà mourant, il est malade, ce Congo-là. Moi, je pense qu'il faut prendre le courage de le débrancher, parce que ce sont les fils politiques qui retiennent le Congo en vie. Mais en réalité, la base, elle est totalement détruite. C'est pour ça que nous voyons toutes ces violences-là. Et qui crée ces violences-là entre les populations, entre les peuples? C'est la politique encore. C'est la politique qui crée cette haine-là, qui crée cette division-là. Et les gens ne semblent pas comprendre. Ils s'entretuent pour des gens qui n'en ont rien à cirer d'eux. Ils s'entretuent. Donc c'est clair qu'une fois que j'arrive présidente, je suis une femme, je suis une mère, je suis une grand-mère. Donc je ne peux pas attiser le feu pour donner place aux gens de chez moi et oublier le reste. Moi, je me sens d'abord congolaise avant d'être de la Chouapa ou être Mongo. Ce n'est pas ça qui est le numéro un pour moi. Je suis d'abord congolaise et donc en étant président de la République, je représente tous les Congolais. Donc c'est clair que nous allons appeler au calme. C'est clair qu'un travail, puisque je vous ai dit c'est le Congolais qui est remis au centre, donc chercher à régler tous ces conflits-là à travers les ethnies, à travers ce débat politique, ça fait partie de nos urgences, puisque je vous ai dit que nous remettons le peuple congolais au centre. Alors quand j'en viens à la combolisation, le ballet que je tiens, c'est un symbole fort. C'est une vision purement congolaise, c'est un concept, c'est une idéologie, et on peut la considérer même panafricaine. Pourquoi? Elle parle de quoi la combolisation? Je dis que nous avons la rupture, notre vision, du système de prédation. Nous avons connu une première naissance que j'appelle de la pure prédation, à travers, enfin à l'issue de la conférence de Berlin, le Congo est né. Ce n'est pas né de nous-mêmes. Donc il y a eu une première naissance. Et cette première naissance-là, j'ai pris le modèle chrétien. Il y a eu une première naissance à travers Adam et Ève, et la seconde naissance c'est à travers Christ, qui nous permet de vivre une meilleure vie. Donc le Congo a connu une première naissance avec l'État indépendant du Congo, mais le Congo ne nous appartenait pas. Ça appartenait à des étrangers. Et malgré l'indépendance que nous avons connue, l'état d'esprit avec lequel nous sommes nés s'est perpétué à travers nos dirigeants. C'est pour ça que je vous dis que c'est la classe politique le problème aujourd'hui. Les colons ne sont plus là, mais c'est les colons modernes. La classe politique congolaise, c'est ce que j'appelle, ce sont les colons modernes qui prennent la population en otage. Alors nous disons, pour rompre avec ce système de prédation, qui a commencé un certain 1er juillet 1885 et qui se perpétue à travers nos dirigeants, pour rompre avec ce système-là, nous passons par la combolisation. Et donc la combolisation, c'est ce concept-là qui remet le Congolais au centre, parce que les 4 premiers points, prise de conscience, nettoyage personnel. Deuxième point, nous conscientisons le Congolais, nous le sensibilisons pour le faire comprendre. Tu as été détruit, abusé, mais il va falloir que nous te reformatons à travers l'éducation, comme je vous ai dit. Troisième point, c'est le prolongement de soi. C'est là qu'il y a la réconciliation nationale, l'amour du Congolais entre lui-même. Et le quatrième point, c'est l'unité dans la diversité. On voit ce ballet-là, c'est plusieurs tiges mises ensemble qui forment une nation. Par rapport à la question que vous avez posée, comment emmener la réconciliation entre le Congo, c'est à travers le ballet. Parce que toutes ces tiges-là représentent le peuple congolais. Il y a des fines, il y en a qui sont un peu plus épaisses, il y en a qui sont longues, il y en a qui sont moyennes, mais en se tenant ensemble, nous devenons une nation et nous devenons une force en même temps. Et voilà, c'est un peu ça le concept de la combolisation. Et les 3 derniers points, les 2 prochains points touchent à l'État, le nettoyage de l'État, puisqu'on aura compris. Et le dernier point, c'est donner naissance à une nouvelle république. Madame Marie-Josée Ifoku, merci de nous avoir reçus dans ce cadre que vous appelez Combodrome. Combodrome. Merci de nous avoir accordé de votre temps.
Merci Jocelyne Moussaou. Merci Alain, merci à vous Madame Marie-Josée Ifoku et merci à nos auditeurs qui nous ont suivis, également à notre équipe technique, Clément Chimanga, Hippolyte Kapanga, Jonathan Fanani et merci à tous les internautes également qui nous suivent. Eh bien, merci à vous aussi Radio Okapi, vous avez fait le déplacement, nous avons fortement apprécié dans notre Combodrome pour cette interview. Merci. Radio Okapi. Information pour la paix et le développement de la RDC.